Est-il encore besoin de présenter la 604 ? Tout le monde, ou presque, connaît son histoire, et à première vue, c'est une histoire plutôt lugubre et désenchantée. Aux ambitions plus ou moins flamboyantes des débuts ont vite succédé toute une série de cruelles désillusions dont, au fil du temps, chacun a pu prendre connaissance avec des sentiments variés allant de la sincère consternation à cette joie mauvaise que certains éprouvent lorsqu'un constructeur français se prend une fois de plus les pieds dans le tapis du haut de gamme. À cette aune, le collectionneur d'aujourd'hui pourrait spontanément se détourner d'un modèle a priori peu désirable. Pourtant, au sein de cette gamme quelque peu souffreteuse, plusieurs variantes sont tout à fait dignes d'intérêt et en particulier la plus aboutie de cette série, nous avons nommé la GTI. La vie commerciale des automobiles ne s'achève pas toujours sous les meilleurs auspices, c'est-à-dire en conservant jusqu'au bout les modèles de pointe qui assurent fréquemment à eux seuls l'attractivité d'une série tout entière. Chez Peugeot en particulier, un vieil usage veut que, dans la plupart des cas, les voitures de la marque terminent leur carrière dans le dénuement, ne conservant que des modèles de base sous-motorisés et à l'équipement réduit. Tel fut le triste destin des 404, 504 ou 505, mais curieusement, la 604 obtint le privilège de conclure son itinéraire d'une toute autre manière, en proposant à une clientèle pourtant devenue très clairsemée une forme d'apogée technique. Celle-ci prit la forme d'une GTI, assez inattendue dans son appellation comme dans son agenda, puisque présentée alors que la berline franc-comtoise était déjà entrée en agonie et que personne ne s'attendait, de la part de son constructeur, à cet ultime soubresaut. Rappelons brièvement les faits. Présentée en 1975 sous la forme d'une SL à deux carburateurs, la 604 à essence, les versions diesel évoluant dans un univers très différent, a connu plusieurs évolutions durant la décennie qui s'ensuivit, au premier rang desquelles, dès 1977, l'adoption de l'injection et d'une boîte à 5 vitesses, dont l'absence n'était d'ailleurs guère compréhensible. Il convient de rappeler qu'hormis quelques rares versions SR réservées à l'administration et animées par le 4 cylindres 2 litres de la 504, la voiture n'aura connu qu'un seul moteur, le célèbre et controversé V6 PRV. À la vérité, peu de moteurs auront fait couler autant d'encre et de litres de carburant. Chez Peugeot, l'objet aura fait son apparition dès l'automne de 1974 sur les coupés et cabriolets 504, avant d'équiper la 604 quelques mois plus tard. Avec seulement 136 chevaux pour 2664 cm3, le rendement s'avérait quasiment misérable et déjà dépassé par des réalisations plus anciennes. Mal équilibré par la faute d'un vilebrequin amputé de façon sommaire, car prévu pour le V8 initialement dessiné, le PRV cumulait un certain nombre de défauts que la presse de l'époque ne se priva pas de répertorier: consommation excessive, ralenti boiteux, performance quelconque et par-dessus le marché, une sonorité certes plus agréable que celle d'une DS23, mais très éloignée des meilleures réalisations italiennes ou allemandes en la matière. La 604 SL V6, tel était son nom de baptême officiel, souffrait également d'approximations qui fleuraient bon les restrictions budgétaires typiquement sochaliennes. La finition générale ne dépassait pas celle d'une 504 Ti et malgré la présence d'une option cuir de qualité tout à fait honorable, l'atmosphère de bord, faite de plastique quelconque et de vis apparente, ne correspondait que très partiellement au luxe attendu. Incapable de rivaliser valablement avec les Mercedes W123 ou les BMW Série 5 et pas plus performante qu'une DS, alors à son couchant, il n'est pas excessif d'affirmer que la grande Peugeot incarna le premier épisode d'une longue série de déceptions. Dans ces conditions, Peugeot n'eut d'autre choix que de remettre son ouvrage sur le métier afin de reconstruire une crédibilité que la corrosion s'était chargée de ruiner par ailleurs. Malheureusement, les priorités de l'entreprise, à partir des années 78-79, laissèrent la 604 V6 dans la plus funeste des solitudes. Le rachat de Chrysler Europe et la reconstruction de la gamme Citroën jetèrent en effet le groupe PSA dans des difficultés sans précédent, et de la sorte, le destin d'une grande routière à essence, prématurément vieillie et forcément difficile à écouler entre deux chocs pétroliers, se retrouva nécessairement marginalisé, les efforts de la marque s'orientant résolument vers une 505 moins coûteuse, plus moderne et pas moins performante, notamment lorsqu'elle se transforma en une turbo-injection tout à fait capable d'engager la conversation avec une certaine BMW 528i.
C'est la raison pour laquelle, à la rentrée de 1983, l'apparition de la 604 GTI surprit plus d'un observateur. Remplaçant une STI dont la définition était figée depuis déjà 6 ans, 2664 cm3 toujours, mais 144 chevaux obtenus grâce à une injection Bosch 4G-tronic, la nouvelle venue, quasiment identique à sa devancière sur le plan esthétique, témoignait cependant d'une évolution plus profonde qu'il n'y paraissait. En premier lieu, le V6, aux intonations toujours étranges à bas régime, avait subi un réalésage. Cela aboutissait à une cylindrée de 2849 cm3, celle-là même que Volvo utilisait déjà depuis plusieurs années sur ses 260 et 760, ainsi que DeLorean sur son éphémère DMC12. La puissance progressait de façon modérée pour atteindre désormais le chiffre de 155 chevaux à 5750 tours-minute. De son côté, le pont arrière gagnait un différentiel à glissement limité et les pneumatiques étaient désormais des 195/60 en 15 pouces qui meublaient de façon un peu plus convaincante des passages de roues jusqu'alors plutôt surdimensionnés. Évidemment, une comparaison froide et objective des fiches techniques de la 604 GTI et de ses rivales potentielles de l'époque ne risquait pas de bouleverser la hiérarchie des valeurs déjà établies à ce moment-là. L'année précédente, l'Audi 100 C3, avec son aérodynamique soignée, sa qualité de fabrication de haut vol et son valeureux 5 cylindres, avait démodé la plupart de ses concurrentes. Pour sa part, la Peugeot, avec son CX d'armoire normande, ses chromes et ses arêtes vives, ressemblait à ce qu'elle était, c'est-à-dire à un dessin Pininfarina de la fin des années 60, complètement hors de propos au moment où la Renault 25 s'apprêtait à envahir les cours d'honneur des ministères. Toutefois, une automobile ne se juge pas uniquement à la faveur de données chiffrées, et peut-être avec un excès d'indulgence, voire de nostalgie, certains journalistes accueillirent la GTI plutôt favorablement, constatant à l'unanimité que c'est ainsi gréé que la voiture aurait dû naître près de 10 années plus tôt. Bien entendu, les qualités routières de la 604 avaient vieilli, mais elles demeuraient dans une bonne moyenne. Certes, les 11 chevaux supplémentaires ne permettaient pas de rallier le Pérou, mais ils avaient le mérite d'exister et de surcroît, ils accompagnaient un châssis dont le comportement avait sensiblement progressé. Entre une SL de 1976 et une GTI de 1985, l'écart n'est pas spectaculaire, mais il est immédiatement perceptible pour qui prend le soin de conduire successivement les deux modèles. Il n'empêche qu'il s'agit bien là d'une évolution à la Peugeot d'autrefois, c'est-à-dire plutôt laborieuse et dans l'incapacité d'émouvoir réellement. Quand on l'examine dans le détail, la 604 V6, et en particulier la GTI qui nous intéresse ici, apparaît comme un véritable totem des insuffisances des constructeurs français. Presque à tous les niveaux, en termes de qualité de finition, d'ambition mécanique, de capacité d'innovation, il a toujours subsisté une ou plusieurs lacunes, la plupart du temps légères et pas difficiles à combler. Il est à la fois excitant et désolant d'imaginer ce dont une 604 mieux motorisée, mieux protégée contre la corrosion et bénéficiant d'une finition plus élaborée aurait pu se montrer capable. Hélas, la capacité et la volonté ne s'expriment pas toujours depuis les mêmes rivages. Sérieusement conçue, l'auto dévoile volontiers des vertus injustement dissimulées par son échec commercial et une réputation peu enviable. De nos jours, elle constitue néanmoins l'archétype de la berline à redécouvrir, d'une élégance merveilleusement datée, offrant un confort postural exceptionnel, très habitable, agréable à conduire et ne manquant pas de ressources. C'est une machine attachante que beaucoup de gens méprisaient il y a 25 ans, mais qui, grâce aux passionnés, a su trouver sa place dans le monde de la collection. Sa cote n'en fera jamais un sujet de spéculation, mais cela n'empêche pas les grincheux habituels de pleurnicher sur son augmentation, timide mais régulière. Un plancher de 4 000 € est désormais la norme pour trouver un exemplaire sain, GTI ou non d'ailleurs, les écarts n'étant pas significatifs d'une version à l'autre. En tout cas, l'essayer, c'est l'adopter. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre également sur mon autre chaîne Vintage Drivers où vous découvrirez plein de belles choses, ou pas. Enfin, vous verrez bien. Je vous mets tous les liens dans la description ou dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Ciao!